Merci beaucoup, Kixi et Alain d'avoir accepté notre invitation. Avec ma collègue Bérénice de l'association Fasol Latino et co-organisatrice de l'exposition, nous allons discuter un petit peu de ce projet qui est né de l'envie de faire découvrir 2 artistes contemporains qui témoignent de la culture latino-américaine, donc dans le cadre de notre festival, à la fois par la photographie et par le dessin, par des œuvres plastiques. Je le rappelle, pardon, initialement, on avait choisi d'organiser une discussion intitulée Comment témoigner des frontières sociales et politiques par la photographie. On va essayer d'y répondre un petit peu aujourd'hui. Moi, j'aimerais commencer, si vous le voulez bien, chacun, commencer par une petite carte de visite. Ou si chacun, à votre tour, vous pouvez vous présenter rapidement. Qui veut commencer? Bon, je me lance alors. Oui, allez. Alain Licari, là je suis à New York, où je travaille, je suis aussi enseignant. La photo, alors on me dit c'est une passion, c'est plus que ça je pense, c'est un peu plus que ça. J'ai découvert la photo il y a à peu près une huitaine d'années, non, il n'y a pas d'explication précise. Il y a un de mes frères fait de la photo aussi. Et j'ai plutôt appris tout seul, je suis plutôt autodidacte. J'ai plutôt commencé par la photo de rue. J'ai assez vite compris que ce qui me plaisait, que ce qui me touchait aussi, c'est le noir et blanc et puis les personnes. Donc pendant un certain nombre d'années, j'ai plutôt travaillé dans la photo de rue, les gens dans la rue, jouer un peu avec les ombres, les situations. Et puis au bout d'un moment, je crois que j'ai eu envie aussi de pousser un peu les portes parce que ça manquait un petit peu de rester comme ça un peu en surface. J'avais envie aussi de raconter un peu l'histoire des personnes que je pouvais rencontrer. Et puis je pense aussi qu'il y a eu un déclic important, c'est qu'en 2015, je suis arrivé à New York pour travailler. Et de fil en aiguille, des rencontres, des coups de chance, des hasards, des coïncidences, parce que ça passe aussi, je pense, par là. J'ai commencé un peu à photographier des choses qui me touchaient, un sujet en particulier qui me celui de la migration, étant aussi enseignant d'espagnol. Dans mon quartier, parce que j'habite pas à Manhattan, j'habite dans Queens, c'est un quartier populaire, multiculturel, et on est quand même assez loin des images qu'on peut voir du Times Square plus ou moins désert, ou du Wall Street plus ou moins désert, ou Central Park avec malheureusement en ce moment les tentes de l'hôpital de campagne qui est construit. Aussi j'aime bien explorer aussi les communautés un petit peu à la marge du système aux États-Unis. Merci. Merci beaucoup. Qui son tour? Ah oui, alors moi je m'appelle Kixi, je suis, on va dire ça, une artiste cubaine. Donc je suis arrivée en France en 2016 pour faire mes études d'art. Après que j'ai fait 2 ans de licence, je suis venue à Bruxelles pour faire le master. Et là, je viens de finir il y a quelques mois, genre en mois de septembre. Et donc, une fois que j'ai fini, j'ai intégré un atelier d'artistes qui s'appelle Gank. Et donc, on est 5. On a des photographes, des sérigraphes, des sculpteurs. Et donc, voilà, pareil, je suis en confinement, comme tout le monde. Est-ce que du coup, il y a d'autres artistes peut-être dans ta découverte de la photographie qui t'ont inspiré? Oui, alors il y a les premiers noms. Alors quand on commence à faire de la photo, quand on commence à s'intéresser à la photo de rue, il y a Cartier-Bresson, noir et blanc, il y a Cartier-Bresson qui est par là, il y a quelques grands maîtres aussi américains. Et évidemment aussi celui dont j'aime bien la démarche, j'aime bien l'image, la personnalité aussi, tout ce qui est intéressante. Depardon, j'aime beaucoup son travail. Salgado aussi. Et puis après, il y a d'autres photographes que j'ai un peu appris à découvrir, Dorothy Lange par exemple, ou d'autres, Robert Frank. Je crois aussi que je suis très inspiré par le cinéma, très inspiré par le cinéma. Là encore, j'ai pas forcément de noms qui vont peut-être ou m'écraser, ou m'inspirer, ou m'influencer de façon très précise. Tout ça, c'est un peu nébuleux en fait. Mais le cinéma, Almodovar, j'aime ces plans un peu bancal, un peu déséquilibré, enfin, assez hors norme, et puis aussi dans la façon d'aller chercher les scènes. Bon, donc j'aime bien ces audaces-là, mais j'aime ces audaces-là, et j'aime aussi, il y a pas mal de séries modernes là qu'on peut voir sur les Netflix ou autres, dont la façon de filmer vraiment, je trouve vraiment très intéressante.
Très intéressant. D'accord. Ouais. Et je crois que je suis très, très influencé par Breaking Bad, par exemple. J'opte pour un format 16 neuvième, alors parfois carré, mais 90 fois sur 100, c'est du 16 neuvième. Et le cinéma c'est pas par hasard. Ouais. Je pense que le cinéma m'influence beaucoup. Du coup, même question pour Kixi. Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont inspiré en particulier dans ton évolution à toi? Au début, dans mon enfance, quand je pensais pas être artiste ou quoi que ce soit, il y a Juan Padrón, que vous l'avez eu comme invité il y a quelques années. Du coup, c'est le père de la bande dessinée ou du dessin animé cubain. Et il y avait lui et Titon, c'est lui qui a fait Mémoire de ce développement. Donc, c'était aussi un réalisateur qui m'ont vraiment marqué parce que ils avaient réussi dans les contextes cubains, qui est assez, on va dire, controversé. Et ils ont réussi à prendre la parole d'une façon très poétique sur la réalité et à nous dire, au-delà de ce que disait le scénario soit du film, soit du dessin animé. Et donc, ils ont réussi à nous faire rêver, même comme on savait que les conditions étaient difficiles. Il y a une calligraphe, plasticienne, je ne sais pas comment on l'appelait, s'appelle Fabien Verdier, qui a fait toutes ses études en Chine, et donc, du coup, a fait toutes ses études avec les anciens calligraphes, qui m'a beaucoup inspiré justement pour les travaux en noir et blanc, les travaux de la trace, les travaux de mouvement et du trait et de la concentration. Et après, il y a aussi des architectes, parce qu'à la base, j'avais une formation en architecture. Il y a Gerson et Ribeiro, je ne sais pas si ça c'est différent comme ça en français. Il y a Calatrava aussi, et c'est un architecte espagnol. Et sinon, plus récemment, il y a aussi Manu Larsenet qui m'inspire énormément, qui fait de la BD. Est-ce que ça s'équivaut, la sculpture, les installations, la peinture? Est-ce qu'il je pense pas qu'il y en ait une que tu préfères, mais qu'est-ce que tu parviens à exprimer dans chacune? Je pense que ça dépend soit du sujet, soit du projet. En fonction du projet, j'ai choisi la technique qui les convient le mieux. Après, c'est vrai que dernièrement, parce que j'ai fait mon master en sculpture, j'ai fait beaucoup de sculptures et j'ai fait beaucoup de dessins. Donc, on va dire que c'est mes deux médiums préférés. Et après, il y a l'écriture qui me lâche jamais. Que ce soit sur la forme du cinéma, que ce soit sur la forme de la gravure, pour écrire sur du métal, pour écrire sur du bois, mais qui passe et qui navigue entre les dessins et les sculptures. Donc, on va dire ces trois-là. Parce que je les pense toujours, en tout cas, j'essaye, de les penser comme une histoire. De transmettre une histoire ou un récit qui raconte quelque chose. Est-ce que tu fais tout en noir et blanc, par exemple, ou non? Parce que finalement, on ne connaît pas malheureusement tes autres œuvres, mais j'imagine que c'est pas que du noir et blanc non plus. Non, justement, je faisais le noir et blanc quand je faisais la calligraphie, on va dire, ou quand j'utilise encre de Chine, parce que bon, voilà. Non, j'utilise beaucoup de matériaux qui sont récupérés. Donc, en fonction de la couleur et la matière, je fais à partir de ça. Mais là, les choix du noir et blanc, c'était d'une part parce que je m'étais inspirée des séries d'Alain. Bien sûr. Et donc, je voulais quand même, et je me disais, il fallait garder un univers cohérent au niveau esthétique et au niveau plastique. Donc, c'est pour ça de garder le noir et blanc. Et aussi parce que dans la symbolique, déjà les images d'Alain sont très fortes par les sujets, par comment elles sont prises, par la composition. Mais le fait que, en tout cas, c'est mon avis, hein, mais le fait que ça soit en noir et blanc, ça renforce les caractères épiques, les moments qui te suspendent, tu peux pas rester indifférent. Et donc, du coup, c'est pour ça aussi que les choix de noir et blanc étaient pour renforcer, en tout cas dans ces travaux, dans cette série, c'était pour renforcer les caractères épiques des dessins ou des planches. Alain, qu'est-ce que tu en dis? C'est épique, alors le choix est vraiment. Je pensais à l'idée du caractère épique de mes photos, mais peut-être, oui, ça rejoint, je crois, certainement un peu. Et puis je suis content d'ailleurs
Et oui, j'aime beaucoup l'idée des pics. J'avais jamais pensé à ça. Le choix du noir et blanc, là encore, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure pendant la présentation. Là. Ça a été un peu par tâtonnement parce que j'ai commencé à avoir envie de faire des photos et puis j'ai essayé un petit peu ça, un peu l'architecture, un peu les animaux, un peu la nature, un peu. Puis j'ai vu que tout ça, ça m'intéressait pas en fait. Et j'ai assez vite compris ce qui m'intéressait. Pareil, la couleur, j'ai un peu essayé, c'est pas ça passait pas, ça me gênait un peu. Et j'ai vite remarqué aussi que le noir et blanc, en revanche, ça me touchait, ça me parlait que mon traitement, parce que les photos sont traitées, évidemment, il y a tout un travail après de post-traitement, mais et qui évolue et qui change, qui a encore un peu évolué ces derniers temps là. Mais j'aime le noir et blanc parce que justement, ça permet un petit peu, peut-être un petit peu de poétiser une réalité. Alors, ça l'amoindrit peut-être. J'aime aussi le noir et blanc parce que ça demande aussi un effort peut-être un petit peu de travail dans le contraste, dans la lumière, dans la texture. J'aime quand la composition, peut-être noir et blanc aussi, quand c'est un peu déséquilibré, quand c'est un petit peu bancal, et le 16/9 aussi le permet de jouer un petit peu avec le sujet qui est pas forcément là où on pourrait le croire, mais qui est peut-être derrière, qui est peut-être là-bas. Enfin, oui, c'est une façon un peu aussi de prendre un peu de distance avec certains sujets, un petit peu durs, un peu compliqués. Et puis, je veille toujours à ce que les gens soient dignes. Contrairement à la photo de rue, où on prend les photos un peu volées, là, quand je suis dans un reportage, disons, ou dans une approche plutôt documentaire, là, je suis chez les gens, ou dans un cercle très, très proche. Donc, ils savent que je suis là, et on a passé 2 ou 3 deals avant de commencer pour prendre la photo, quoi. C'est pas le noir et blanc, il y a des noirs et blancs, en fait. Les contrastes, voilà. Justement, je voulais, juste parce que j'avais une question Oui, n'hésitez pas à intervenir, oui. parce que je me disais, est-ce que la saturation justement de tes noirs et de tes blancs dans les photos a quelque chose à voir avec, par exemple, une série ou un sujet? Est-ce que c'est par rapport au un moment, à l'instant que tu prends et que tu dis, ah là, il faut que les blancs soient super saturés parce que ça évoque quelque chose. Ça va beaucoup dépendre de la composition, du sujet, comment est-ce qu'il est placé. Si je veux peut-être un petit peu mettre en avant, il y a une zone claire, parce que c'est un détail sur lequel j'aimerais que le regard à un moment donné soit attiré. Donc je vais peut-être un petit peu jouer là avec ce détail-là et le faire ressortir. Voilà, essayer de trouver une homogénéité, davantage d'homogénéité dans le traitement et dans le noir et blanc. Parfois certaines verticales du mur, j'ai peut-être un peu appuyé parfois sur le contraste pour jouer un petit peu avec le hachuré de la barrière, quoi, par exemple. Justement, on peut rebondir sur ce choix de sujet du mur. Comment ça s'est fait du coup? Est-ce que c'était lié à l'actualité, l'intérêt personnel peut-être, ou la proximité géographique, comme tu disais quand tu es arrivé aux États-Unis? Quand je suis arrivé aux États-Unis, je suis arrivé en 2015, le temps de m'installer, etc. Bon, mon premier grand voyage aux États-Unis, ça a été en 2016, et j'avais envie, donc là je suis pas rentré en France pendant les vacances, l'été 2016, et je suis parti pendant deux bons mois au moins. J'ai fait un road trip, donc je suis parti en bus depuis New York, parce que je voulais vraiment de la route. Donc j'ai été jusqu'à Memphis, après jusqu'à Dallas, et à Dallas, j'ai loué une voiture. Donc j'ai tourné pendant une semaine au Texas, puis après j'ai pris le bus, j'étais au Nouveau-Mexique, en Arizona, en Californie. Donc voilà, j'ai fait des sauts de puce en bus, et à chaque fois, pendant une semaine, 10 jours, je louais une voiture et je tournais en rond dans l'État. Et j'avais pas d'idée précise de où je voulais aller, mais je voulais rouler et photographier la route, quoi. Et à un moment donné, je me suis rapproché du mur, effectivement, de la frontière, en étant au Texas, puis aussi en Californie. Et j'ai vu le mur et ça a été une forte émotion. Ça a été vraiment une forte émotion. J'ai commencé à prendre, sans trop savoir, sans trop y penser, 2-3 photos. Et quand je suis revenu chez moi, à la rentrée, puis le mois suivant, je me suis dit, bon, il va falloir que j'y consacre du temps. Et à l'été 2017, début juillet, je suis parti
Là, j'ai pris l'avion, je suis parti à San Diego. San Diego, et on traverse la frontière, on va à Tijuana, c'est juste de l'autre côté du mur, quoi. On passe la frontière à pied. Et là, j'avais pas de plan précis non plus, mais je sais que donc San Diego, Tijuana, on est sur la côte ouest. C'est vraiment le bout, la plage de Tijuana est sur l'océan Pacifique. Et je me suis dit, bon, ben, le but, c'est d'arriver de l'autre côté, quoi, sur la côte est. Je suis resté plusieurs heures à Tijuana, je prenais Google, je dis, tiens, là, je vais aller au Mexique. Donc, je prends un bus, j'avais ma valise ou mon sac, et puis je partais pour Mexicali. Je suis resté plusieurs jours. Après, je passais la frontière parce que je voulais voir les deux côtés. Je voulais voir les deux côtés du mur quand c'était possible. Et après, je suis arrivé comme ça en petit saut de bus, en fait, pendant 2 bons mois jusqu'à l'autre côté, au côté à Brownsville, McAllen et Brownsville. Et là, c'est sur la côte atlantique. Et donc d'une plage à l'autre. Là, à la frontière américaine, on parle espagnol. C'est assez étonnant parce que on se croit plus aux États-Unis. On voit des choses qui sont les États-Unis, et en même temps, toutes les enseignes, tous les panneaux publicitaires, las taquerías, les restaurants, c'est tout en espagnol. Et les gens parlent en espagnol dans la rue. Donc c'était en 2017, en 2 mois et demi à peu près, j'ai longé la frontière depuis la côte ouest jusqu'à la côte est. Ça a été aussi l'occasion de prendre le mur. C'était mon personnage, le mur. Là, je retrouvais un peu peut-être des pratiques de street photographie, qui avait été un petit peu ma première école en termes de photo. Mais parce que je voulais aussi mettre en scène le mur. Je voulais un petit peu, soit parce qu'il y avait quelqu'un devant, soit parce qu'il y a des messages sur le mur. Côté mexicain, le mur est très parlant. Le mur est très expressif côté mexicain. Côté américain, on peut pas s'en approcher, ou c'est très difficile de s'en approcher. Mais côté mexicain, on le touche, on le peint, on écrit dessus. Donc c'est un moyen d'expression. Et c'était aussi l'occasion, j'avais pas du tout planifié ça au départ, donc ça a été un peu maladroit, ça a été beaucoup en tâtonnant. Maintenant, je tâtonne un peu moins quand je le fais. Mais j'ai rencontré aussi des refuges. J'étais dans des refuges, je me suis présenté un peu comme ça. Les gens étaient étonnés de me voir débarquer. Qu'est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce que tu fais en français? T'es qui? Tu fais quoi? Donc j'explique, je me présente. Et on m'a souvent ouvert les portes, en fait. Souvent ouvert les portes. Donc là, j'ai pu commencer à rentrer dans les refuges. Pas forcément prendre vraiment de photos. À un moment donné, j'ai pris quelques photos qui sont assez moyennes, on va dire. Mais j'ai un peu fait, entre guillemets, de mes armes, un peu. Et ça m'a donné envie de continuer, pas simplement l'envie, mais les rencontres, à poursuivre l'histoire et à poursuivre, à documenter un peu ça, quoi. Un peu le sujet, la migration, les difficultés. Et en même temps, le sujet évolue aussi au fil de la question politique, quoi. Donc, les conditions d'accueil, les conditions de passage sont pas les mêmes entre 2015-2016 et maintenant 2020. Justement, c'est une question qu'on se posait. Est-ce que tu interagis beaucoup avec les personnes que tu photographies? Est-ce qu'elles se laissent facilement photographier? Parce que s'agissant de migrants, en fait, on peut imaginer qu'il y a une certaine réticence, peut-être appréhension pour une question de sécurité. Je suis pas journaliste et je respecte complètement le métier, donc je suis probablement maladroit dans certaines approches ou dans certaines questions, je sais pas. Mais en tout cas, jusqu'à présent, les gens m'ont fait confiance 9 fois sur 10. Et maintenant, contrairement à ce premier voyage, par exemple, que j'ai réalisé en 2017, le long de la frontière, où beaucoup de choses étaient improvisées, il y a une forte part d'improvisation de toute façon, et de réadaptation dans l'idée, dans le projet, dans la construction d'une série, qui prend peut-être plusieurs années en fait. Cette série Medicina Migrante, c'est un petit peu quelque chose où j'ai rassemblé différentes choses, différentes photos faites pendant 3 ans, quoi. Mais maintenant, ce que je fais, je prends contact avec des organisations, avec des refuges, et ça prend du temps. Alors, on contacte par Facebook, par Internet. Je me présente, on envoie des messages, on a des discussions virtuelles, et ensuite, un matin, j'arrive dans un refuge, et puis je suis attendu. Et dans les photos qui sont Medicina Migrante, on voit plusieurs personnes dans des situations, dans les dortoirs par exemple, qui se sont laissés photographier, mais parce que là j'ai vécu 15 jours avec eux. J'ai passé 15 jours, nuit et jour, dans les dortoirs avec eux. J'ai vécu au rythme du refuge, quoi. Donc évidemment, j'arrive pas d'abord, je ne sais pas faire, je n'arrive pas avec
mon appareil photo, mon équipe. Non, je suis tout seul. Tu parles espagnol aussi. Je parle espagnol. Ça aide. C'est aussi une clé. Tú eres espagnol, ¿de dónde vienes? Tu t'es qui? Toi, tu parles espagnol? Non, je suis français. Tu eres un francés, pero ¿qué pasa? Est-ce que ça fonctionne? ¿Qué pasa? Il y a un truc qui va pas. Un truc qui est pas attendu. Donc, du coup, ça crée une conversation, ça crée une curiosité mutuelle. Et mon appareil photo est par là, évidemment, mais je le sors pas. Je le sors pas en disant, voilà, j'arrive, je prends en photo, bougez pas. Je prends le temps, j'ai le temps, et au bout de 2, 3, 4 jours, je commence à prendre des photos, et puis, au fil du temps, en fait, on ne me voit plus. On m'accepte. Là, je suis dans les dortoirs un matin, le jeune homme est sur son lit, sur sa paillasse, sur son lit, et bon, voilà, il m'a vu, quoi. Et je fais un petit signe de la tête, je comprends qu'il accepte que je sois là, et je prends pendant 10 minutes, je prends des photos, quoi. J'attends, une situation, une position, une lumière, je vois un détail, une croix, et ça peut peut-être donner une photo, et puis voilà. Donc les personnes se laissent prendre en photo parce qu'il y a une confiance qui se fait. J'aurais voulu aborder le sujet parce que donc sur les 4 séries exposées, il y en a 3 qui parlent de la frontière et des migrations, et une qui est un petit peu différente, qui traite des miniers en Bolivie. Et donc j'aurais voulu savoir pareil comment le choix s'était fait, et si avant tu avais été influencé par le travail de notamment Alfredo Jarre, qui avait photographié la mine d'or de Serra Pelada au Brésil, ainsi que Salgado dans les années 85-86. Salgado, oui. Et oui. Les mines de Bolivie, c'est parce que il y a 3 ans, je crois, 2-3 ans, je suis parti pendant une quinzaine de jours en Bolivie. Là aussi, je suis arrivé à La Paz, je savais pas exactement où j'allais aller, et un des passages obligés, enfin, ou presque, à un moment donné, j'ai fait ma boucle, et j'ai passé quelques jours à Potosí. Donc Potosí, une région minière, à 4000 mètres. On peut visiter les mines de Potosí. Donc la mine de Potosí, c'est une mine qui date de la colonisation espagnole, et Potosí, c'était le centre économique de l'Empire espagnol. Donc on se retrouve à 5, 6, 10, j'en sais rien, avec une combinaison orange, avec un casque, tous alignés là, puis on voit les mines, on rentre un peu dans les mines. Mais j'ai eu la chance, parce que dans le groupe dans lequel je me trouvais, il y avait un mineur qui était le guide. Et donc c'était une agence une agence de tourisme, quoi, mais un peu plus humaine, entre guillemets, un peu plus. Donc c'était d'anciens mineurs qui faisaient visiter leur lieu de travail, disons, ou ce qui restait aussi, ce qui était toujours leur lieu de travail. Et donc là, j'ai eu de la chance qu'on était que 3 au lieu d'être 10, 12. On était que 3, un couple de monsieur et une dame et moi, et on parlait espagnol les 3. Et ça a été vraiment, vraiment sympa, parce qu'il nous a fait découvrir des choses un peu plus personnalisées, disons, un peu plus, on a pu s'approcher un petit peu plus, peut-être que si on avait été 12 ou 15, j'ai un peu resté sur ma faim, là. Donc, je me suis dit, un jour, je reviendrai dans les mines. Au mois d'avril dernier, je suis arrivé à La Paz. Ça a pris 2 ou 3 jours, c'était un petit peu long, 2 ou 3 jours. De fil en aiguille, on m'a mis en contact avec un mineur, un guide. Je suis parti à Potosí dans l'après-midi, voyage de nuit. Donc je suis arrivé au petit matin à Potosí. J'avais rendez-vous avec mon contact dans la matinée. Donc on a discuté un bon moment pour se faire confiance aussi, pour voir un peu ce que je voulais, comment ça allait fonctionner. Et dans l'après-midi, on allait sur le marché pour que je m'achète une combinaison, un casque, tout l'attirail. Et dès le lendemain, on est rentré dans les mines, mais pas à Potosí même, à Porco. À Porco, c'est à 2 heures en minibus. Donc on est vraiment dans les Andes, et là on est à 4300 mètres. Après tout un rituel, après toute une série de petites cérémonies, puisqu'il fallait offrir la coca, il fallait remercier, il y avait des phrases un peu magiques à dire, parce qu'on rentre pas comme ça. Et Gabriel, mon guide, m'avait expliqué un peu tout ça. Donc, et il fallait que je gagne la confiance de Tío Eloy pour qu'il me fasse rentrer dans sa mine, parce que c'est pas juste rentrer dans la mine, c'est la Pachamama, donc il y a toute une histoire, il y a toute une croyance avec la terre, donc on rentre pas pendant 10 jours, à peu près 8 jours, 10 jours. Je suis rentré plusieurs fois dans les mines et j'ai pu prendre des photos et discuter un petit peu avec les mineurs qui n'étaient pas très bavards, et avec Tío Eloy, avec mon guide.
Et après, je suis retourné à Potosi pendant 3-4 jours. Et là, Potosi, pareil, j'avais un contact et j'ai pu rentrer par le biais d'une agence, mais qui a mis à ma disposition un deal. J'ai eu pendant 2 ou 3 jours, j'ai pu être accompagné d'un guide, de 2 guides même, qui eux connaissaient tous les recoins de la mine, tous les tunnels et tous les mineurs qui étaient là. Et ça a été aussi 2 fois, je suis rentré avec eux. Et ça a été aussi une belle expérience, très forte, vraiment très forte. Et j'ai pu prendre quelques photos dans des conditions aussi sous terre, quoi, pas de lumière, donc ça n'a pas été facile. L'occasion d'apprendre aussi un petit peu à prendre des photos dans ces situations extrêmes, quoi. J'ai voulu revenir parce que j'aime bien revenir. J'aime bien réexplorer, réexploiter, aller jusqu'au bout un petit peu d'une rencontre en fait. Plus que de la photo, c'est aussi de la rencontre. Ça me fait penser, Kixi, il y a dans ce que tu as fait, il y a donc des chariots aussi, des espèces. Est-ce que c'était lié à cela, à cette série de Bolivie ou pas forcément? Non, non, pas pour ça. En fait, c'était à Cuba, juste l'année où je suis partie. Un jour, je suis sortie pour voir un peu, prendre des idées pour faire des dessins. C'était juste avant d'envoyer les dossiers pour l'école de France. Et donc, je suis sortie pour marcher pour prendre des idées pour le dessin. Et il y avait ces 2 images-là. Donc, il y avait un monsieur qui était assis sur un caillou qui était en train d'écraser des canettes. Et c'était son travail. Mais il avait un visage qui était très, très fort. Et donc, je passais plusieurs fois devant lui sans vouloir lui parler, parce que je savais pas comment l'aborder. À chaque fois que je me regardais en façon mode, ça, je sais pas ce qui passe. Et donc, il m'avait frappé. Et donc, j'ai pas réussi à parler avec lui, mais j'ai réussi à rester un peu on s'est regardé. Donc, ça m'avait travaillé, je continuais à marcher. Et j'ai vu cette image d'un monsieur qui poussait une charrette avec plein de boîtes. Et c'était en montée. Ouais. Et donc, quand je suis allée l'aider, il y avait quelqu'un qui était arrivé avant moi et qui était en train de l'aider. Et donc, ils sont montés, je me suis dit, ah, ok, bah, il y a toujours quelqu'un pour t'aider à monter la pente, non? Et voilà, le temps est passé. Ce qui m'avait marqué de la photographie d'Alain, le fait des personnages dans des conditions extrêmes, mais qui, par comment la photo est prise, et maintenant que je connais l'histoire, par les rapports qu'il y a aussi de familiarité entre la personne qui photographie, il y avait quelque chose quand même d'humain. Au-delà de la difficulté, il y a l'humanité qui sort d'abord. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bah, je vais prendre ces 2 personnages-là, que je pense qu'ils ont quelque chose à voir avec les personnages que lui, il a photographiés, et je vais les faire parler, je vais faire une histoire entre eux. Du coup, je comprends que dans ta série, certains personnages sont inspirés de faits réels et de rencontres que tu as vécues, ce que je savais pas. Je me demandais si c'était une sorte de fiction à partir d'un mélange d'expériences que tu avais eues. Après, il y a de la fiction. Tu vois, à aucun moment, c'était le monsieur qui traçait les charrettes, les canettes, qui a aidé l'autre monsieur. Mais je me disais que c'était 2 réalités tellement fortes et tellement de la vie quotidienne que normalement on passe, on dit, oh oui, il y a quelqu'un qui travaille, voilà, le pauvre, mais on passe très vite parce que ça devient du banal, parce que ça se répète. Et du coup, dans ta série que tu nous as proposée, il y a toute une évolution précise et un ordre. Est-ce que tu pourrais essayer de le décrire un petit peu Ok, donc l'idée c'était justement de partir des photos, et donc je suis partie aussi du procédé, on va dire entre guillemets, de la photo, du fait d'avoir un négatif, et à partir du négatif faire des développements et retravailler. Donc en tout cas c'était ça la vision que j'avais de la photo. Et je me suis dit, je vais essayer de faire la même chose avec le dessin. Donc je suis partie du dessin noir, donc, sur la feuille noire, et après j'ai mis des feuilles par-dessus. Et donc, non, des feuilles en bas, pardon. Et donc, les premières traces d'encre, je les fais sur les dessins noirs. Et après, ça passe l'encre avec l'eau, elle passait d'un dessin à l'autre et laissait des traces. Et à partir après de chaque trace, j'ai commencé l'autre dessin. Donc, j'avais des bases de données, une trace, et l'idée bah, il faut que la situation ou la relation des 2 personnages évolue vers quelque chose.
Et donc, au début, je ne savais pas, je me suis dit, bah, je vais les mettre tous les deux à s'entraider. Mais au fur et à mesure, je me suis dit, il faudrait montrer quelque chose d'autre. Parce que souvent, quand on est en venant de Cuba, on a beaucoup de, comment dire, ma grand-mère, elle dit tout le temps, oui, quand on est dans les problèmes, on ne voit pas les probabilités ou les potentialités qu'on a de recevoir de l'aide. Parce que tu es tellement mis dans la complexité que tu t'aperçois pas. Et du coup, je me suis dit, il faudrait montrer ça. Il faudrait montrer aussi les potentielles aides que des fois on ne voit pas. Après, il y a son chariot qui tombe. Donc, il y a les boîtes qui tombent. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas si c'est lui qui les fait tomber parce que dans la composition de dessin, on peut comprendre ça. Mais en tout cas, ça tombe. Et on voit dans les prochains dessins, et c'est des dessins plus petits, on voit des sortes de focus de comment les gens ils réagissent au fait que ça tombe. Parce que ça peut les tomber dessus, parce que est-ce que ça va les tomber dessus, parce que ça commence à rouler, parce que c'est en descendant. Et donc on voit cette réaction-là. Après, on passe à un autre dessin où on voit la réaction du monsieur qui voit cette situation, donc du monsieur qui écrase les canettes et qui dit qu'est-ce qui se passe. Après, on voit que ce monsieur-là, il s'élève, il l'aide. Et le dernier dessin, qui est, je pense, qui est le plus compliqué, brouillé, qui a beaucoup de personnages ensemble, c'est celui-là où tout le monde, en fait, au lieu de partir, tout le monde se met à aider de la façon qu'il peut. Alors cette photo, voilà, donc j'ai choisi 4 photos. Parmi les photos qui font partie des séries proposées, donc cette photo-là fait partie de la série Medicina del Migrante. Et cette série Medicina del Migrante, c'est une série que j'ai construite avec des photos prises pendant ces 3-4 dernières années. Et cette photo-là en particulier, je l'ai prise à l'été 2018, quand je suis parti dans le sud du Mexique, dans l'état de Veracruz. Donc là, on est au sud, à peut-être 8 heures à peu près en bus de la frontière avec le Guatemala. Donc là, je voulais voir un petit peu un autre aspect de la migration, un peu au-delà de la frontière avec les États-Unis, me rapprocher le plus possible de la frontière guatémaltèque. Et donc on est en 2018, et j'avais entendu parler d'une association, disons, une organisation de femmes qui s'appelle Las Patronas et les, qui aide les migrants, les personnes qui remontent depuis l'Amérique centrale et qui essaient de remonter jusqu'au nord. Et donc elles sont sur la route de la migration et elles ont un refuge qu'elles entretiennent en propre, enfin elles-mêmes, elles n'ont pas de subvention de l'État ni autre, donc c'est par donation. Et là, on est dans la cour à l'entrée du refuge en question, et il y a une murale, une peinture qui montre différentes choses. Et à un moment donné, il y a parmi les différentes choses montrées par le mural, il y a cette carte de l'Amérique centrale, du Mexique, et on aperçoit un petit peu les États-Unis au nord. Et donc ce jeune homme, c'était un matin, qui venait d'arriver avec un groupe, peut-être la veille ou 2 ou 3 jours avant. Et donc voilà, c'est le matin, il fait chaud, et il est devant le mural. Voilà, il regarde la carte. Donc moi, je suis au milieu un petit peu de tout le monde, mais je la trouve intéressante parce on voit la carte, on voit le parcours qui est mené depuis, on aperçoit la frontière. Alors, la carte n'est pas à l'échelle, mais on aperçoit à l'ouest le Guatemala, et on voit un petit peu tout le parcours, tout le chemin que doivent parcourir les migrants une fois qu'ils ont réussi à traverser une bonne partie de l'Amérique latine, s'ils viennent d'un peu plus bas, du Honduras, du Salvador, du Guatemala. Donc une fois qu'ils ont traversé la frontière, voilà tout le chemin qu'ils doivent encore parcourir pour remonter sur la frontière. Et ce chemin, il se parcourt alors souvent à pied, donc il faut peut-être 2 mois pour remonter jusqu'au nord. Alors au nord, il y a différents points où les migrants se retrouvent, disons. Donc à Tijuana, c'est à l'est, mais aussi Tijuana Mexicali, c'est la partie est. Laredo, il y a Ciudad Juárez, Laredo, et puis peut-être Matamoros qui est côté ouest, côté côte ouest. Mais ça va
Nogales aussi est un point d'arrivée des migrants. Mais ça va dépendre aussi, le point d'arrivée des migrants va dépendre aussi de la délinquance, de la violence des villes en question. Donc il y a certains points qui sont évités. Les personnes savent qu'il ne faut pas qu'elles aillent dans ces villes-là parce que leur vie est plus qu'en danger. Donc selon la guerre des gangs, selon ce qui se passe dans les villes en question, eh bien, ils vont arriver dans une ville ou dans une autre. Donc beaucoup à Tijuana, sur la 3LS aussi, par exemple. Donc pour remonter, soit c'est à pied pendant plusieurs semaines, un mois ou deux, soit c'est en bus, mais le bus, c'est tous les moyens de transport de toute façon sont très dangereux pour remonter jusqu'au nord. Mais le bus, c'est plus dangereux dans le sens où quand le bus est arrêté par la patrouille, par la police mexicaine, ils ne peuvent pas s'échapper parce qu'ils sont dans le bus. Voilà. Donc ils évitent de monter en bus. Et puis ils s'accrochent aussi parfois sur la Bestia. Donc c'est ce train de marchandises sur lequel les migrants s'accrochent pour essayer en quelques jours de remonter jusqu'au nord. Voilà. Donc l'arrivée de la Bestia, c'est plutôt du côté de Tijuana, sur la 3LS, Nogales. Donc c'est les villes où arrive le train et qui est le terminus à la frontière. Donc, voilà. Donc j'aime bien cette photo aussi, j'aimais bien aussi, je disais tout à l'heure, un peu les contrastes, le crâne du jeune homme, la texture de la peau, et puis le fait qu'il soit aussi de dos. C'est un côté aussi un peu anonyme, peut-être. On ne sait pas exactement qui c'est, ça peut être. C'est tout le monde, en fait. Cet arrière-plan qui est en fait une partie importante du sujet, mais qui est en arrière-plan, quoi. La carte, à savoir la carte, qui est en fait toute l'histoire de la migration, quoi, en fait. Puisqu'ils viennent d'Amérique centrale, ils remontent au Mexique au prix de leur vie, puisqu'ils sont attaqués, les personnes sont attaquées par les cartels, quand ils arrivent au nord notamment, qui en font des esclaves, voilà, ou des rançons, ils sont kidnappés et ils sont rançonnés par les familles qui les attendent aux États-Unis ou les familles qui sont restées au pays, et aussi par la police mexicaine qui les dépouille, ils n'ont rien, mais le peu qu'ils ont, les quelques pesos qu'ils ont, sont volés par la police mexicaine. Et de plus en plus maintenant, c'est un phénomène que j'ai découvert là et qui est récent, de plus en plus récent. Il y a aussi une forte migration mexicaine des États du sud du Mexique qui remontent vers la frontière, vers le nord, et qui veulent passer aux États-Unis parce que leur vie est en danger. Et il y a des États comme l'État de Guerrero, qui est au sud, qui sont complètement aux mains des cartels, en fait. Et les gens ne peuvent plus y vivre, en fait. Les Mexicains eux-mêmes fuient leur région parce que j'ai rencontré pas mal de personnes là, et c'est relativement nouveau. L'année dernière, j'ai pas entendu ça, j'ai pas entendu ces histoires en aussi grand nombre. Et là, c'est revenu à plusieurs reprises quand j'étais là, il y a quelques mois à Tijuana. J'ai passé aussi 8 jours dans un refuge. Et les personnes rencontrées, pas mal de personnes rencontrées, étaient des Mexicains venus des États du Sud qui sont devenus des États relativement, en fait. Voilà. C'est leur propos. Hein, donc ils fuient les États et leur vie est en danger s'ils restent au Mexique. En fait. Donc il y a une nouvelle migration maintenant, là, des Mexicains qui ne peuvent plus travailler, qui ne peuvent plus vivre aussi tout simplement. Les histoires racontées sont effroyables, hein, vous racontez des histoires de famille effroyables. Voilà, parce que les vies sont en danger. Du coup, j'en profite juste pour rebondir. On t'avait transmis la chanson d'un groupe que vous connaissez de base. Donc, pour ceux qui nous écoutent, on la mettra à côté sur le site de l'interview, qui est un groupe de hip-hop mexicain qui s'appelle Quinto Sol, qui a écrit un morceau qui s'appelle La Bestia, justement, et dont le clip illustre exactement les dangers que ces migrants encourent sur le parcours. Ils essayent de monter sur le train, et donc personnellement, comme je connaissais le groupe, j'ai tout de suite fait le parallèle voilà. Donc, on mettra les paroles aussi du texte à côté. Ça reste percutant comme sujet, quoi.
parce que c'est exactement ça. En plus, le film d'animation est bien fait. Enfin, c'est sous forme d'une animation, Ouais. le clip. Et les paroles, et le contenu, les paroles, les photos, les images de l'animation, enfin, sont vraiment très parlantes, quoi. Et je voudrais rebondir aussi sur autre chose que tu as dit. Tu parlais de situations très difficiles que vivaient ces personnes, notamment qui prennent le train, la Bestia. Est-ce que toi-même, tu as rencontré des situations difficiles? Tu as été témoin de situations difficiles quand tu photographiais? Est-ce qu'il y a eu des imprévus? Parce Et il y a eu, qu'on se doute que c'est ce qui fait partie aussi intégrante de l'expérience de ton travail. il y a eu des imprévus, j'en parlerai pas là, mais des imprévus. Mais quand j'ai fait ce premier voyage le long du mur, j'ai été assez naïf en fait, hein. Je veux dire, il y a une ou deux situations où je me suis pas rendu compte, mais après coup, je me suis aperçu que tiens, ça aurait pu être un peu plus, c'était un peu, ça aurait pu être plus compliqué que ça, quoi. Pour l'anecdote, à un moment donné, j'étais à Nogales, qui est un petit peu en hauteur. C'est une ville qui est au milieu, je crois que de l'autre côté, on doit être en Arizona, je crois, côté américain. Et je suis avec un taxi. Là, il faut faire aussi très attention au transport public quand on est au Mexique. On ne rentre pas dans un taxi comme ça. Il faut avoir quelques garanties que c'est un vrai taxi, quoi. Et à un moment donné, il me dit, mais on s'arrête là. C'est une grande ligne droite le long du mur. Et la route était nivelée. Et il me dit, derrière la bosse, là, il me dit, j'y vais pas, on n'y va pas. Je dis, ah bon? Il me dit, non, derrière, hay sicarios. C'est un territoire. Donc, los sicarios, c'est des zones de main, c'est les tueurs, quoi. Des gangs qui surveillent le territoire et ils me disent on rentre pas là, on rentre pas. Je dis ah bon, je dis bah on rentre pas alors non, c'est toi qui sais donc si tu me dis qu'on rentre pas, on rentre pas. Donc c'est là où après coup je me dis tiens si j'avais été seul peut-être que avec mon sac à dos. Bon, donc maintenant je prends 1000 précautions, je fais attention, je pose plein de questions avant d'aller quelque part. Est-ce que si je vais à tel endroit, oui, vas-y, mais pas à telle heure. Là-bas, dans le quartier, dans cette rue, tu peux aller, mais dans la rue d'à côté, tu n'y vas pas parce que ça se joue, les territoires, les situations peuvent devenir compliquées d'une rue à l'autre, en fait. C'est pas marqué, mais ça peut se compliquer. Il n'y a rien qui identifie, mais ça peut se compliquer, ça peut être très dangereux d'un coin à l'autre. Il m'est arrivé parfois, des gens dans la rue m'ont dit ne reste pas là, reste pas là, toi tu n'es pas du quartier, tu as un appareil photo, reste pas dans ce coin, il faut faire attention. Donc on m'a raconté beaucoup d'histoires, on m'a raconté beaucoup de situations très compliquées. J'ai pu voir une ou deux choses, j'ai pu constater une ou deux choses, plus ou moins compliquées, mais oui, il faut faire attention. Faire attention. Voilà, ce qui m'intéresse, ce sont ces sujets-là, toujours un peu limite, toujours un petit peu. J'aime bien ça aussi, hein, ça me plaît, quoi. Mais je ne suis pas un aventurier qui va chercher, je ne me mets pas en danger pour la bonne photo, quoi. Même si pour avoir. Il faut pousser un petit peu les limites quand même. Il faut un petit peu. Si c'est un peu interdit, il faut quand même voir un peu ce qu'il y a quand même derrière, un petit peu. Parce que c'est peut-être intéressant. D'abord pour la rencontre, ensuite pour la situation et peut-être pour la photo, quoi. La photo fait partie d'un ensemble. C'est pas la photo à tout prix. Il y a tellement de situations où j'ai pas pris de photos, où j'ai pas voulu prendre de photos, où j'ai pas pu prendre de photos, où j'ai pas su prendre de photos. Je dirais ah mince, c'était bien là, mais je l'ai raté, quoi. La photo, ça fait partie d'un tout, quoi. C'est pas la photo, je prends une photo parce que le journal l'attend, quoi. Il n'y a personne qui m'attend. Mais c'est encore une autre façon d'appréhender cette réalité-là, quand on a en face la personne, les yeux dans les yeux, quoi, et puis qui dit rien, et puis qui parle pas, et puis qui vous raconte, et puis qui finit par raconter, et puis qui pendant une demi-heure va raconter son histoire. Je comprends pas tout, parce que c'est pas qu'une histoire d'espagnol, ou c'est pas une histoire d'espagnol, c'est une histoire de structure, c'est la langue, Il doit y avoir l'histoire, beaucoup d'émotionnel aussi, non? beaucoup Qui rentre en d'émotions. jeu. Il y a beaucoup aussi de non-dits que je ne connais pas forcément, mais que du coup je raccroche à des choses dont j'ai entendu parler, parce que ce qui est évident, ça ne l'est pas pour moi, parce que je ne l'ai pas vécu cette situation, ces émotions-là, je les découvre par personne interposée. Donc du coup je rassemble beaucoup de pièces, et au fil de ces années, j'ai rassemblé pas mal
Je suis pas un expert de rien, mais j'ai rassemblé ces petites pièces par-ci, par-là, par-ci, par-là. Donc du coup, accueillir l'histoire de ces personnes en face à face, l'émotionnel, le ton, l'intonation, les silences, le chien qui aboie derrière, parce que c'est un son que j'ai entendu. Enfin, voilà. Et du coup, je me pose aussi de plus en plus la question d'enregistrer les voix. Je l'ai un tout petit peu fait là, mais c'est compliqué l'appareil photo, l'enregistrement, souvent, et puis je veux pas avoir 50 000 matériels avec moi parce que ça peut effrayer, quoi. Ouais. Kixi, est-ce que tu avais déjà travaillé sur ce genre de thème ou de sujet? Dans l'écriture, oui, oui. Après, au premier, non, l'année dernière, quand on était en quatrième année de sculpture, j'avais travaillé justement sur, sur les personnes, les Cubains qui sont partis à l'étranger dans les années 90 et, euh, et qui sont morts dans les trajets et qu'on n'avait pas compté. Et donc voilà, mais c'est des sujets qui touchent un peu à la politique et d'où je viens, la politique. Et voilà. Et donc, et à chaque fois que j'essaye de les aborder, je me dis que il faut le temps de prendre la distance pour ne pas être dans les... J'ai rien contre le militantisme, mais je pense que les faits, tu ne vas pas avoir l'effet sur beaucoup de gens dans le militantisme, dans ce genre de sujet. Parce que c'est un sujet qui est, entre guillemets, récent, qui euh, touche l'actualité des gens et l'actualité des familles. Et du coup, pour l'aborder, soit il faut basculer vers la fiction, parce que des fois, c'est pas nier la réalité, mais c'est la fictionner un peu parce que ça soit plus entendable par les personnes. Créer la différenciation, justement. Exactement. Ou sinon, c'est aller vers la poésie et dire, bah, ça c'est la situation, mais en dehors de ça, il y a plein d'interprétations possibles. Et donc, voilà. Donc, c'est des sujets qui touchent un peu les politiques, qui touchent un peu l'histoire, qui me touchent moi, parce que, voilà, Cuba, c'est mon pays. L'Amérique latine, c'est ma région. Et quand il y a quelqu'un qui est mort, c'est mon cousin ou l'ami de mon cousin. Donc, même pour moi, c'est très fort. Et au début, j'étais beaucoup dans la contestation et beaucoup dans la rage. Et quand tu es dans la rage, souvent les profs, ils me disaient, ou les gens qui voyaient, me disaient, donc ici, calme-toi. Et tu les prends mal parce que tu dis, comment ça, calme-toi? Je suis en train de te parler à quelque chose qui est fort. Mais c'est vrai, il faut se calmer pour que les messages puissent passer. Sinon, ce que tu fais véhiculer, c'est la rage, les messages. Et donc, c'est pour ça que je ne l'aborde pas souvent, parce que je pense que je n'ai pas encore la maturité pour ça. Pour l'instant, j'écoute beaucoup d'autres personnes qui, à travers la photo, qui prennent les tons dans les documentaires ou dans les cinémas. Je trouve que dans les cinémas, ils ont vraiment réussi à avoir une plateforme forte qui mélange l'art et qui mélange la réalité. Mais moi, pour l'instant, je prends mon temps. Mais je pense que quand on est artiste, on a un rôle au-delà le personnel et au-delà des bon, je vais me libérer de ça, ou bon, je vais faire un travail psychologique avec moi pour m'en débarrasser de la rage. Il y a un rôle social d'enlever des couches et de montrer ce qu'on ne voit pas. Et pour ça, il faut quand même avoir les pieds sur terre, la tête dans les ciels, les idées dans les étoiles, mais quand même avoir une sorte de, tu vois, ouais, un bon équilibre. D'équilibre et des froideurs face aux situations pour se dire, ah voilà, quel est l'angle? Pas quel est mon angle, mais quel est l'angle pour ce sujet-là. Ces sujets-là, notamment sur l'Amérique latine, me touchent profondément, je pense. Mais voilà, contrairement à toi, c'est pas moi. Moi, je suis pas mexicain, je suis pas cubain, je suis pas guatémaltèque ou du Honduras ou San Salvador.
Je suis français parce que j'ai un passeport. Après, l'identité, c'est quelque chose qui est complexe à construire et qui se définit plus ou moins de façon complexe, plus ou moins de façon finie et plus ou moins de façon revendiquée, je crois. Mais bon, ça sera encore d'autres discussions, probablement. C'est certainement nécessaire de prendre de la distance avec son sujet, encore plus quand il est question peut-être de parler de soi-même, probablement. Et je sais, en tout cas, ça je l'ai davantage ressenti quand je prends des photos des États-Unis. J'ai pu aller dans des communautés dans le désert, dans une ville à moitié abandonnée, et montrer des choses que même, en tout cas ici à New York, les gens ne connaissent pas forcément, et qui, quand je les montre, quand je montre certaines de ces photos en France, il y a une espèce de fascination, une espèce de surprise, une espèce de choc aussi, parce que cette grande nation américaine, on a l'impression encore des cow-boys, il y a encore des situations à la marge, enfin des gens qui vivent dans des cabanes, quoi, qui vivent dans des caravanes. Là maintenant, on commence à l'entendre, hélas, parce qu'il y a l'épidémie, quoi. Mais voilà, il y a toute cette réalité-là du rêve américain, de la grande puissance américaine, que peut-être les Américains ne pourraient peut-être pas forcément ou facilement photographier ou accepter ou voir, parce que je parle d'eux, quoi, en fait, voilà. Et eux ne pourraient peut-être pas le photographier comme ça, parce que ça démontrerait peut-être des choses qui leur sont très personnelles, très intimes, voilà, très eux-mêmes, quoi. Donc du fait de ne pas appartenir à cette culture nord-américaine, je respecte, j'essaie de comprendre, elle est fascinante, elle est insupportable aussi, et fascinante, et incroyable, et je peux peut-être prendre quelques photos, parce que c'est pas moi, quoi. Je veux dire, Kiki, merci d'avoir accepté notre proposition, en fait, qui était de partir des photos d'Alain pour toi, proposer ta vision, en fait, sur ce sujet, ta vision plastique. On n'avait peut-être pas mesuré toute la difficulté, en fait, que ça impliquait pour toi, personnellement. Donc, vraiment, merci. Et qu'est-ce que tu as retiré, finalement, en fait, de cette expérience? Est-ce que ça t'a inspiré d'autres projets ou au contraire, comme tu disais tout à l'heure, tu sais que ça va prendre du temps avant de travailler dessus? Même en étant cubaine, je suis jamais allée au reste des pays d'Amérique du Sud. Donc, à chaque fois, c'est bizarre parce que tu te sens très proche de l'histoire, parce que tu as les proches qui sont réussis à émigrer, des choses comme ça, mais je suis jamais allée sur place, par exemple. Et donc, du coup, c'est une sorte de fantôme qui est là, et tu dis, oui, je connais pas trop, voilà. Et du coup, à travers les photos, ça aide à mettre des images dans les mots, dans les légendes, dans les souvenirs que tu ne sais pas des fois si c'est des vrais souvenirs ou c'est des souvenirs que tu t'inventes pour combler la partie de l'histoire que ta grand-mère t'a racontée ou que ton cousin t'a raconté, mais qui n'a pas fini, par exemple. Et donc là, tu as appris énormément de ta série, Alain. Et, euh, et après, pour moi, j'ai appris du cheminement. de comment on travaille par rapport aux souvenirs et comment on essaye d'être. Je pense que je suis en train d'apprendre à être humble vis-à-vis de l'histoire et vis-à-vis des, oui, des gens que tu vas faire protagoniste ou pas. Là, c'était pas moi, dans le sens, oui, c'était mon histoire, je l'ai vu, je l'ai vécu, mais c'était pas moi qui étais au centre de cette série, c'était ces deux personnages-là. Et ça, c'était important parce que c'est des gens qui n'ont pas de voix, pas parce qu'ils ne sont pas artistes, ils ne sont pas politiciens, non, mais qui n'ont pas de voix parce que peut-être qu'ils ne se posent même pas la question d'avoir une voix. Ils sont tellement dans leur quotidien que voilà, ça passe au-dessus. Quand la réalité est complexe et te pousse à ta limite, l'être humain, je crois qu'il y a une pyramide qui s'appelle la pyramide de Maslow. Une fois que tu as rempli tes besoins basiques, oui, tu peux passer à la suite. Mais sinon, si tu es en mode survie, là, tu es dans la survie et tu ne penses pas ni à la transcendance, ni à la trace que tu vas laisser dans le monde, tu ne penses à rien. Et donc, du coup, humblement, j'ai essayé de les mettre dans l'histoire
en tout cas dans l'histoire que je connais et dans celle que je vais passer aux gens à qui je vais en parler. J'ai essayé de les retracer dans l'histoire, dans la grande histoire et la petite histoire. Et après, ça m'a aidé, après plastiquement, pour voir comment on pouvait mélanger différentes techniques et essayer de trouver un équilibre. Donc, Voilà, parce que tu as utilisé l'encre de Chine, le fusain et le pastel, c'est ça? c'est ça, oui, pastel sec et pastel gras. Et donc, avant, je n'avais pas utilisé autant des médiums, des supports, des techniques sur un même, sur un même sujet, sur un même papier. Donc, ça m'a, oui, ça m'a aidé à me poser cette question, à faire des recherches. Voilà. Techniquement, je pense que ça m'a aidé à, j'ai grimpé un échelon de, ah, ok, je peux faire comme ça. Voilà. Et quand on discutait aussi, on a compris que tu utilisais souvent des matériaux qui avaient déjà une vie avant, que tu réutilisais en fait. Est-ce que ça a été le cas pour cette série? Non, c'était pas le cas, parce que, à part l'histoire, qui était, c'est une histoire récupérée, mais non, tous les papiers étaient nouveaux et les matériaux aussi. J'essaie d'utiliser des matériaux qui existent déjà parce que je trouve qu'il y a, mon Dieu, il y a beaucoup de gaspillage à acheter des choses nouvelles. Voilà, ça me dépasse un peu. Et après, c'est aussi parce que je trouve que dans les objets anciens, dans les objets qui existent, il y a une âme qui est là, par la personne qui l'a utilisé, par l'usage qu'il avait auparavant. Et ça m'aide aussi, peut-être c'est un peu égoïste de ma part, mais ça m'aide aussi à me dire quelle voie je vais prendre. Donc, c'est pas juste moi, dans les statuts d'artiste qui dit, ah maintenant, j'ai une idée, la révélation, je vais faire, voilà. Donc, je prends aussi son histoire et je me dis, bah, il faut en quelque sorte la respecter et donc essayer de potentialiser les côtés beaux, les côtés intrigants que j'ai vus au début et qui m'a fait m'intéresser à l'objet. Donc, voilà. Non, mais pour cette série, non. Il n'y a pas d'objet récupéré. Donc, voilà. Pour terminer, on sait que cette période de confinement la période qu'on vit actuellement est très particulière pour tout le monde, je pense. Ça inspire beaucoup d'artistes qui sont obligés d'adapter leur art à la technologie pour pouvoir le diffuser. Est-ce que vous, justement, ça vous inspire des projets, cette période? On est invité à rester à la maison. Mais en fait, on sort quand on veut. On fait ce qu'on veut. Donc, quand je sors, c'est 2 ou 3 fois dans la semaine. Donc, je reste dans mon quartier, je ne prends pas le métro, absolument pas. Je n'ai pas besoin de prendre le métro, de toute façon. Donc, là, ce que je fais, je reviens un petit peu à des photos de street photographie. Et je photographie la rue en confinement, quoi. Donc, bon, il n'y a aucune prétention, il n'y a aucune intention particulière dans ces photos, hein. Donc quand je sors, il y en a 5 ou 6 que je récupère à chaque fois. Et donc un peu tous les jours, je mets ça sur Facebook et sur Instagram, quoi. Donc là, exceptionnellement, je fais des portraits, des formats carrés. Donc d'habitude, je disais tout à l'heure 16/9, parce que j'avais envie de mettre un petit peu de pression, disons, dans le format carré. Et je photographie des petites scènes de rue, plus ou moins larges, plus ou moins avec un élément, le plus possible avec un élément qui nous rappelle quand même qu'on est dans un confinement, quoi. Donc soit il y a un masque, soit il y a une situation, soit il y a un écriteau, soit il y a un panneau, soit quelque chose. Donc quand je sors pas pour faire de la photo, quoi. Mais quand je suis dehors, bon, du coup, j'ai mon cabas et mon appareil photo. Voilà. D'accord. Et pour toi, Kixi, est-ce que tu as des projets en cours? Est-ce que Ah, tu as un petit peu de temps là pour te concentrer sur ton art ou pas du tout? et là, je me suis dit, parce que l'appartement est dans ce concours intérieur, qui a plusieurs bâtiments donc, qui font en sorte de muraille, je sais pas, qui donnent sur la même cour. Et donc, je me suis dit que vu que les gens ne peuvent pas sortir, et c'est notamment, pour être honnête, parce que j'ai vu une dame âgée, très âgée, qui habite juste en face, et je la voyais sortir. Et je sais que les personnes âgées, c'est les personnes les plus Vulnérable. vulnérables, c'est ça, vulnérables. Et donc, du coup, je me suis dit, je me suis inventé une histoire dans ma tête. Je me suis dit, il ne doit pas pouvoir sortir beaucoup, ça va être difficile.
il faut que je puisse faire quelque chose. Voilà. Et j'étais en train de chercher. Et donc, du coup, un peu comme ce qu'il y a derrière, j'ai pris des vieux rideaux, mais des rideaux qui sont quand même grands, qui mesurent 3 mètres ou 2,80 m de haut par 1 et quelques. Et j'ai commencé à peindre et je les ai mis sur la fenêtre qui donne sur la cour intérieure. Donc, j'ai fait une exposition à la base pour cette dame. Pour tes voiles. Du coup, c'est pour la cour intérieure. Et donc, du coup, voilà, que j'appelais exposition pour tous. Très, très mauvais prénom, mais c'est pas grave. Et donc, voilà. Donc, pour le confinement, j'ai fait ça. Et je me suis dit, bah, c'est bien mignon de s'appeler artiste si, voilà. Il faut quand même assumer les rôles et les responsabilités qui viennent avec. Et donc, voilà. Et donc, j'avais une exposition pareille pour le mois d'avril avec Bianca, avec l'atelier. Et donc, elle est reportée à on ne sait pas quand. Mais j'ai pris les choses que je pouvais, donc des plaques d'aluminium à la maison, avec les choses que j'utilise pour graver. Et j'essaye, plus ou moins sans faire trop de bruit, d'avancer à la maison là-dessus. Mais ça fait quand même du bruit. À chaque fois que j'ai mis un coup de marteau, je suis là. Ok, il y a quelqu'un qui a frappé la porte pour me dire stop. Non. Ok, on met le marteau. Donc, j'essaye d'avancer et dans la mesure du possible. Merci d'avoir pris le temps avec nous. En tout cas, on a appris plein de choses. Là, oui, on a eu le temps de bien discuter. Merci à vous. Merci à vous. Pour l'invitation, pour les traitements, pour justement pour faire possible ça, parce que en tout cas moi je pensais que c'était fini. Mais au moins dans notre cas, on a la chance d'avoir Internet, donc ce serait dommage de ne pas en profiter et de priver notre public de rencontrer des artistes comme vous, quoi. Cette exposition qui nous tenait à cœur, qui du coup sera consultable sur Internet. Parce que grâce à la Maison de l'International, on va quand même pouvoir mettre en ligne tout ce travail. Voilà. Merci à tous. Alors. Merci à tous. Et à une prochaine peut-être, on ne sait pas. Hein. Bah oui, Du on coup, espère. on essaie de rêver à l'année prochaine déjà, oui. Il faut se projeter. Oui. Merci à tous et à toutes. Merci à, oui, pareil, merci à tous. Et allez, Merci à vous. pour tous les gens qui regardent, Voilà, on va s'en sortir. Voilà. exactement. Merci. Merci.